étendue d'eau salée, cette surface splendide et resplendissante qui s'étale à perte de vue s'appelle la mer. Pays côtier, la République de Guinée dans sa partie Basse-Guinée est largement ouverte à ce don de la nature dont l'importance économique et écologique ne sont plus à démontrer. Seulement, l'élévation du niveau de la mer a des impacts sur les infrastructures côtières, les sites agricoles et le couvert végétal composé en avant-plan de la très riche mangrove. Dans une étude réalisée par des experts guinéens, les menaces liées au changement climatique ont été identifiées dans la première communication nationale et dans le plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Face à ce phénomène planétaire vécu et irréversible, la solution passe désormais par l'adaptation et la résilience. En d'autres termes, doter les communautés, les écosystèmes ou les espèces d'une capacité à récupérer le fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet renforcement de la résilience et adaptation au changement climatique en zone côtière vulnérable de la Guinée aide depuis 2 ans les communautés de Kabak, Kakossa et Koba à s'adapter au changement climatique. Téléspectateurs de DTV, merci encore une fois de plus de nous choisir pour cette émission Planète Verte. Vous le savez, c'est la tribune consacrée aux acteurs et spécialistes de l'environnement. Aujourd'hui, justement, nous sommes en zone côtière avec une panoplie de spécialistes qui exercent depuis un certain temps. Je vais parler de 2 ans dans le cadre de renforcement de la résilience et d'adaptation aux impacts négatifs du changement climatique. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, nous sommes en pirogue pour une traversée que Dr Kandé Bangoura, expert chargé des mesures d'adaptation, va essayer de nous faire découvrir. Docteur, est-ce qu'on peut savoir où nous sommes exactement ici? Bon, nous sommes à la traversée d'abord entre 2 sites du projet, le site de Koba, d'où nous venons, et nous allons au site de Quito. C'est l'un des 4 sites du projet. Alors, toute une mission pour évaluer, disons, les résultats ou les actions du terrain au compte de ce projet résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique. Est-ce qu'on peut savoir en quoi cette mission a une importance? Cette mission a une importance du fait que chaque année, le projet trace un programme de travail, un travail annuel. Et au cours de l'exécution de ce travail annuel, il y a aussi un travail trimestriel que nous élaborons. Et dans ce travail trimestriel, nous avons contracté des activités avec les bureaux d'études, avec les ONG, les opérateurs économiques pour la réalisation de ces différentes activités sur le terrain. La zone de Koba, la zone de Kabak, Kakossa et Quito sont répertoriées comme étant des zones extrêmement vulnérables au changement climatique. C'est justement ce que nous allons découvrir par l'entremise de cette mission d'évaluation et pourquoi pas de visite de terrain des actions réalisées. Chers téléspectateurs, restez avec nous parce que le meilleur reste à venir. Après une longue course dans le sable, nous voici à Daoro. Ici, les travaux consistent à réhabiliter la digue de protection de cette plaine qui s'étend à perte de vue contre l'intrusion saline. Vous savez que la mangrove est caractérisée par une riziculture biologique. Riziculture biologique veut dire quoi? C'est du riz qui est cultivé sans engrais, sans produits phytosanitaires. Le seul intrant, c'est la semence.
et l'eau. Et cette eau, vous avez l'alternance de l'eau salée et l'eau douce. L'eau salée a pour effet de lutter contre les mauvaises herbes, de lutter contre l'acidité au niveau des plaines et de restaurer la fertilité. Donc, elle a tout son rôle. L'eau douce a pour effet de lutter contre la salinité, c'est-à-dire le sel qui a été admis avec l'eau salée pendant la saison sèche. Donc, en début de saison de pluie, ces eaux douces procèdent au lessivage de ces sels. Et quand le riz est repiqué, il faut que le sel soit entièrement lessivé pour permettre au riz de se développer convenablement. Donc, les aménagements consistent à la gestion de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, en la maîtrise des eaux salées et des eaux douces en période de culture. La première étape de notre mission a été de connaître exactement la hauteur des marées. Parce que pour protéger le périmètre, il faut connaître la hauteur des marées et puis pas n'importe quelle marée, la marée d'équinoxe, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc on installe des échelles limnimétriques, on procède à des lectures chaque 6 heures. Parce que chaque 6 heures, il y a une marée basse, chaque 6 heures, il y a une marée haute. Donc on a procédé aux lectures. Nous avons comparé ça à la table des marées du marégraphe de Kamsar qui est fourni annuellement par la CBG. Nous avons comparé, nous avons trouvé que la hauteur des marées, la côte, elle est de 5,60 m. Ce qui veut dire que si on veut protéger ce périmètre, il faut qu'on fasse des digues de 5, à la côte 5,60 m et la revanche. Et donc nous avons déjà le terrain naturel. Nous avons ensuite la hauteur des marées et ce qui fait qu'il nous avait été demandé dans les thèmes de référence de faire des rechargements de l'ordre de 50 cm. Or, après les études topographiques, après le relevé des marées, nous avons trouvé que en fonction du terrain naturel, les rechargements varient de 50 cm à 1,20 m pour permettre d'avoir la côte des plus hautes marées. Ajouté à cette côte-là, l'effet du tassement, 10 à 20 cm, pour la prise en compte du changement climatique. Parce que le changement climatique se traduit de deux manières. En matière de pluviométrie, soit c'est une forte concentration des pluies en une période très donnée ou une rupture brusque des pluies. En matière, d'eau salée, c'est soit une augmentation, une élévation du niveau de la mer qui dépasse le dimensionnement normal de l'ingénieur génie rural qui fait son aménagement sans prendre en compte les aspects climatiques. Et pour ces aspects climatiques, il faut prendre non seulement en compte la dimension, la hauteur de la digue pour la protection, mais il faut prendre en compte l'effet du changement climatique. Donc, qui se traduit en matière de conception par l'augmentation des hauteurs des aménagements classiques, par l'augmentation des drains pour drainer la plaine. Quand on a une forte pluie qui devait être drainée en 3 jours et qu'on a une très grande pluie, qu'il faut drainer en une semaine, qu'il faut drainer en 1 jour pour éviter que le riz soit complètement détruit. Donc, on fait les dimensions en conséquence. Réhabiliter cette digue est, de l'avis de l'expert chargé des mesures d'adaptation, une réponse à l'envahissement constant et progressif des eaux salées. La plaine que vous voyez comme ça est l'une des dernières plaines qui se trouve en bordure de mer et que les communautés ont demandé à ce qu'elle soit appuyée pour augmenter la productivité. De par le passé, il y avait d'autres plaines qui se trouvaient derrière cette forêt de mangrove, qui étaient encore des plaines aménagées, c'est des plaines riziculturelles que nous avons perdues, et suite à l'effet de l'érosion côtière et la montée du niveau de la mer. C'est l'une des principales activités de l'adaptation au changement climatique au niveau du projet. Et, au départ, ce périmètre avait été identifié comme très vulnérable et qu'il fallait y faire face en réhabilitant, en renforçant la digue de protection. Cette visite des travaux s'est déroulée en présence de la communauté qui ne cache pas du tout sa motivation. Notre joie est sans limite. Ici, il y avait les cultivateurs qui ne parvenaient pas par leur simple effort à aménager leurs plaines. Du fait que le projet ait réalisé ces digues, pour nous rendons grâce à Dieu. Avant, l'eau salée détruisait nos cultures. Le projet a fait beaucoup d'efforts, mais il reste
les tuyaux d'évacuation et c'est là, ils nous ont promis. Dans un passé récent, cette zone était en grande partie abandonnée par les exploitants qui aujourd'hui espèrent retrouver le sourire. Nous sommes à Daoro. L'année dernière, je travaillais ici. J'avais trouvé que tout cet espace était détruit. Après les cultures du riz, l'eau salée avait tout envahi. C'était vraiment triste. Mais aujourd'hui, grâce au projet, la digue est réhabilitée. On espère que la digue qui est faite va empêcher désormais l'intrusion saline. Si cette plaine subit l'intrusion saline, c'est parce que derrière cette muraille verte se trouve la mer. Une mer qui, à force d'être muselée par des constructions urbaines anarchiques dans les domaines publics maritimes, devient de plus en plus exigeante dans les îles. De mémoire d'autochtones, loin de cette plage vulnérable, se trouvait tout un village de pêcheurs. La particularité de cette plage, vous voyez, pour le tourisme, elle est très jolie. Mais si vous référez à une certaine situation en arrière, depuis 30 ans, il y avait tout un village ici. C'était une dune côtière. Par là, c'était les plaines rizicoles. Il y avait une plaine rizicole, encore une autre dune côtière qui séparait la mer d'ici. Le rapport entre la situation de référence et l'état actuel de cette plage révèle une avancée très rapide de la mer qui décidément n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pour cela, pour freiner cette avancée, le projet a procédé à des séries de reboisements tant en zone de mangrove qu'en terre ferme. Téléspectateurs de DTV, comme vous le constatez, nous sommes au terme de cette visite de terrain pour ce qui concerne le domaine de Daoro. On a tour à tour visité des plaines, nous avons visité des digues, nous avons rencontré des communautés très intéressées à la préservation de cet espace de riziculture. Alors nous avons également visité cette somptueuse plage dénommée plage de Daoro, mais qui malheureusement avec l'effet des changements climatiques, avec l'effet de l'avancée de la mer, se trouve complètement engloutie, en tout cas menacée par cette forte avancée de la mer pour ce territoire. Alors pour savoir quel est le degré de réalisation, nous allons avoir le privilège d'écouter tout de suite l'expert chargé de suivi et évaluation de ce projet renforcement de la résilience en la personne de El Hadj Thierno Seydou Diallo, qui est l'expert chargé d'évaluation, comme je l'ai dit, de ce projet ici en zone côtière. Le travail, il est bien fait, ça on l'apprécie. Mais si vous l'avez constaté, il y a deux mains qui ont travaillé. Une main qui a respecté les normes, surtout la largeur des digues, et une autre main qui a fait bon an mal an ce qu'il faut. Maintenant, les conditions de paye, c'est pour ceux qui ont respecté les normes, il faut les payer. Il y a un modèle de travail, c'est très simple, il faut leur montrer, c'est ce qui est bon, il faut faire comme celui-là. Pour l'instant, on est satisfait, mais à la remise, il faudrait que ces trous soient bouchés. Donc il faudrait respecter les normes. La largeur, vous voyez les autres, ils ont fait une bonne largeur et c'est bon. De l'autre côté, si vous prenez ce qui est fait, ce n'est pas efficace parce que quand l'eau vient, ça va lessiver la partie et c'est foutu. Vous verrez, quand vous avez fait le tour, vous avez vu les fissures. La terre, elle n'est pas aussi molle, elle ne se colmate pas. Donc, à la longue, elle va se fissurer. Sur ce, il faudrait bien qu'on ait une bonne épaisseur. C'est pratiquement ce qu'on a vu d'anormal. Il faut combler ce trou, on est satisfait. Il y a une partie, le reboisement, on l'a fait. On croyait que ce qu'on avait trouvé pouvait rester aussi pour renforcer la partie reboisée, mais je vois qu'il y a 2 casiers qu'ils ont défrichés. Donc ils se limitent à ces casiers qu'ils ont défrichés
qu'ils ne touchent pas à ce qu'on a reboisé. C'est important de le faire. Le projet est là pour les aider à s'adapter au changement climatique. Et la méthode idéale de se protéger, c'était le reboisement. Reboiser d'abord la mangrove et reboiser en terre ferme pour les permettre d'exploiter ces bois à la longue. Mais il ne faudrait pas qu'ils utilisent les bois de mangrove on les empêche de couper les bois de mangrove, ils se mettent à le couper. On est là pour les aider, pour les montrer comment évoluer, pour les montrer comment s'adapter au changement climatique. Donc ce reboisement, après le projet, ils doivent continuer. Les digues de protection, ils savent maintenant comment le faire. Ils doivent continuer pour se protéger. Nous sommes toujours à Quito, dans le site de reboisement de Mampaya, dans Kitamo. Bon, de par le passé, il y avait plus de 200 familles ici de pêcheurs, donc représentées par plus de 250 à 300 cases comme ça. Bon. Mais avec l'érosion côtière, l'avancée de la mer, toute cette famille de pêcheurs a immigré vers Taboria, Kindiadi, Kokoudé. Il ne reste que ces quelques cases qui sont là. Donc le projet avait eu à reboiser près de 4 hectares d'Avicennia et de Rhizophora, derrière ces casettes qui se trouvent là-bas et là où se trouve le banc de sable. Donc, en signe de témoignage, le projet avait eu à faire des actions ici. Si vous remarquez aussi, vous verrez des poteaux qui sont marqués. C'est un signe de délimitation pour la mise en défense de cette forêt de mangrove par le PNUD et par le PAN-LCD. Ici, c'est une zone où l'activité de reboisement n'a pas tellement réussi parce que les plants ont été recouverts par le sable. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Mais si vous remarquez aussi, vous ne trouverez pas tellement de familles maintenant, de pêcheurs, parce qu'il n'y a plus d'activité. Donc, après ce banc de sable, de l'autre côté, c'est l'île Marara.